Chaque fois que nous marchons sur une plage, dans un désert ou le long d'une rivière, nous foulons les graines de futures montagnes, les minuscules particules qui pourraient un jour devenir les piliers de la géographie de la planète. En effet, environ 75% de la surface terrestre de notre planète est couverte de roches qui, à l'origine, étaient de minuscules particules de poussière, de sable et de boue, des fragments de roches préexistantes ou des restes de vie marine et végétale. C'est un chiffre qui nous pousse à nous demander comment il est possible que ces fragments minuscules, dispersés par le vent et l'eau, se transforment en les gigantesques couches rocheuses qui définissent notre monde, s'empilant les unes sur les autres pour raconter l'immense histoire géologique de la Terre. La clé réside dans un processus fondamental et constant, la sédimentation, la force silencieuse qui façonne la structure visible de notre planète. Pour comprendre la sédimentation en profondeur, il est vital de détailler son processus complexe, qui est un cycle continu et dynamique propulsé par les énergies de la Terre. Tout commence par l'altération, un terme qui décrit la désintégration et la décomposition des roches et minéraux de la surface terrestre. C'est la première étape de la création des sédiments qui s'accumuleront ensuite. L'altération peut être de deux types principaux, physique ou mécanique et chimique. L'altération physique fragmente les grandes roches en morceaux plus petits sans en altérer la composition minérale. Cela se produit par l'action de la glace qui, en gelant dans les fissures des roches, les dilate et les brise, un phénomène connu sous le nom de gélifraction ou de cryoclastie. Imaginez une roche dans une montagne, pleine de minuscules fissures. Pendant la journée, l'eau de pluie ou la fonte des neiges s'infiltre dans ces fissures. Lorsque la température descend en dessous de 0 degré Celsius pendant la nuit, l'eau gèle et se dilate d'environ 9% de son volume. Cette dilatation exerce une pression interne immense, supérieure à la résistance de nombreuses roches, les fracturant à chaque cycle de gel et de dégel. Ce processus est particulièrement efficace dans les régions soumises à d'importantes fluctuations de température, comme les zones montagneuses ou polaires. Un autre mécanisme d'altération physique est l'abrasion. L'usure des roches par la friction du vent ou de l'eau transportant des particules. Pensez à une rivière tumultueuse transportant du sable et des galets. Ces matériaux agissent comme du papier de verre, érodant le lit de la rivière et ses rives, polissant et usant les roches sur leur passage. La décomposition joue également un rôle. Lorsque des roches enfouies profondément sont exposées par l'érosion des couches supérieures, la pression exercée sur elles diminue, les faisant se dilater et se fracturer en lames parallèles à la surface, un phénomène observable dans les dômes d'exfoliation. D'autre part, l'altération chimique modifie la composition minérale des roches. C'est un processus plus subtil mais tout aussi puissant. Un exemple primordial est la dissolution, où des minéraux comme le carbonate de calcium, composant principal du calcaire, se dissout dans une eau légèrement acide, comme l'eau de pluie qui absorbe le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour former de l'acide carbonique. Cet acide carbonique attaque le calcaire, créant des grottes souterraines, des stalactites et des stalagmites. Dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, les cénotes, puits naturels d'eau douce, sont un témoignage vivant de cette dissolution chimique. Un autre exemple est l'oxydation, courante dans les roches contenant du fer, comme les silicates ferromagnésiens. Lorsque le fer entre en contact avec l'oxygène et l'eau, il s'oxyde, formant des oxydes de fer de couleur rougeâtre ou jaunâtre, ce que nous appelons communément rouille. Ce processus affaiblit la structure de la roche, la rendant plus friable et susceptible à l'érosion. L'hydrolyse est un autre type d'altération chimique, où les minéraux réagissent avec l'eau, se transformant en nouveaux minéraux, comme la transformation des feldspaths en minéraux argileux. Ce changement dans la composition minérale affaiblit la roche et facilite sa décomposition ultérieure. Une fois que les roches sont fragmentées par l'altération, l'érosion entre en jeu, qui est le transport de ces fragments. L'érosion est l'agent dynamique qui mobilise les sédiments de leur lieu d'origine. Les principaux agents érosifs sont l'eau, le vent, la glace et la gravité. L'eau est, sans aucun doute, l'agent le plus puissant et le plus répandu. Les rivières, avec leur énergie cinétique, entraînent des particules fines d'argile aux grands blocs de roche. La capacité de transport d'une rivière augmente considérablement avec sa vitesse et son volume. Une rivière à fort débit peut déplacer des roches de dimensions considérables, tandis qu'une rivière à courant lent ne transportera que des sédiments fins. Lorsqu'une rivière perd de la vitesse, par exemple en atteignant une plaine ou en se jetant dans un lac ou une mer, sa capacité de transport diminue et les sédiments plus lourds commencent à se déposer. Ce processus est évident dans la formation des deltas où les rivières déversent de grandes quantités de sédiments dans l'océan, créant de vastes étendues de terre fertile.
Le delta du fleuve Mississippi aux États-Unis, avec une superficie d'environ 28 600 km², est un exemple clair d'accumulation massive de sédiments fluviaux et marins, vital pour l'économie et l'écologie de la région et l'une des principales sources d'hydrocarbures en raison de la grande quantité de matière organique enfouie. Le vent, bien que moins dense que l'eau, est un agent érosif significatif dans les environnements arides et semi-arides. Il peut transporter des particules fines comme le sable et la poussière sur de grandes distances. Les tempêtes de sable dans le désert du Sahara, par exemple, peuvent soulever des milliards de tonnes de poussière dans l'air, les transportant à travers l'océan Atlantique jusqu'au bassin Amazon, où elle contribue à fertiliser ses sols. La glace, sous forme de glacier, est un sculpteur de paysages d'une immensité immense. Les glaciers sont des masses de glace en mouvement lent qui entraînent avec elles des roches et des sédiments de toute taille, de la poussière fine aux roches de la taille d'une maison. En se déplaçant, les glaciers raclent le terrain, sculptant des vallées en forme de U et transportant un mélange hétérogène de matériaux appelé till. Lorsque le glacier fond, ces sédiments sont déposés, formant des moraines et des plaines de dépôts glaciaires. Enfin, la gravité joue un rôle crucial dans le transport des sédiments, en particulier sur les pentes raides. Les mouvements de masse, tels que les glissements de terrain, les chutes de roches et les coulées de boue, sont des processus où la gravité entraîne de grands volumes de matériaux vers le bas des pentes. Ces événements peuvent être soudains et catastrophiques, déplaçant des millions de tonnes de matériaux en quelques secondes ou minutes, et constituent un moyen rapide de transférer des sédiments vers les bassins de dépôt. Une fois que les sédiments ont été altérés et transportés, la phase de dépôt arrive. C'est le point où l'agent de transport perd son énergie et où les matériaux suspendus ou entraînés se déposent. Le dépôt se produit dans une variété d'environnements, chacun avec des caractéristiques uniques qui influencent le type et l'organisation des sédiments. Les environnements de dépôt continentaux incluent les systèmes fluviaux, lacustres et éoliens. Dans les systèmes fluviaux, les rivières déposent des sédiments le long de leur cours, dans leurs plaines inondables lors des crues ou sur des barres de sable dans leurs lits. Le dépôt est sélectif. Les sédiments plus grands et plus lourds, tels que le gravier et le sable grossier, se déposent en premier là où le courant est le plus fort, tandis que les sédiments plus fins, comme le limon et l'argile, sont transportés plus loin et se déposent dans des zones de moindre énergie, comme les méandres ou les zones d'inondation. Dans les systèmes lacustres, les lacs agissent comme des bassins de décantation. Les particules en suspension dans l'eau de la rivière qui alimente le lac se déposent au fond. Les sédiments dans les lacs sont généralement très fins, composés de limon et d'argile, parfois avec de la matière organique, formant des couches très minces et uniformes connues sous le nom de varves si le dépôt est saisonnier. Les varves peuvent enregistrer des schémas climatiques annuels avec une précision étonnante. Les systèmes éoliens sont prédominants dans les déserts et les zones côtières avec des dunes. Ici, le vent transporte et dépose le sable, formant des dunes et de vastes étendues de champs de dunes. Les sédiments éoliens sont généralement très bien classés, c'est-à-dire que les particules ont une taille et une forme très similaires car le vent est moins efficace que l'eau pour transporter de grandes particules et laisse derrière lui les plus lourdes. Un exemple emblématique de dépôt éolien est le désert de Namibie, où les dunes de sable rouge s'étendent sur des kilomètres, montrant comment le vent a sculpté le paysage et accumulé de vastes quantités de sable sur des millions d'années, formant certaines des plus hautes dunes du monde qui peuvent dépasser les 300 mètres de hauteur. Les environnements de dépôt transitionnels sont ceux où la terre et la mer se rencontrent et sont des zones d'intense mélange de sédiments. Les deltas en sont un exemple frappant, se formant là où une rivière se jette dans un plan d'eau stagnant, comme une mer ou un lac. La diminution brusque de la vitesse de la rivière provoque le dépôt d'énormes volumes de sédiments, construisant une plateforme terrestre avançant sur l'eau. Les marais et les estuaires sont aussi des environnements transitionnels caractérisés par le mélange d'eau douce et salée où se déposent des limons et des argiles fins, souvent avec une forte concentration de matière organique. Les plages, quant à elles, sont des zones de dépôt où les vagues et les courants littoraux accumulent le sable et le gravier, les classant et les sélectionnant selon leur taille. Finalement, les environnements de dépôts marins sont les plus étendus et couvrent la majeure partie de la surface de la planète. Sur le plateau continental, la zone marine peu profonde proche de la côte, des sables et des limons apportés par les rivières ou déplacés par les vagues et les courants se déposent. Ici, la vie marine est abondante et les squelettes et coquilles d'organismes comme les coraux et les coquillages de mollusques contribuent significativement à la formation de sédiments biogéniques, principalement du carbonate de calcium.
Les récifs coralliens sont des structures massives construites par l'accumulation de ces squelettes calcaires, formant une base solide pour de futures roches calcaires. Au-delà du plateau, dans les bassins océaniques profonds, la déposition est beaucoup plus lente et dominée par des sédiments très fins, comme les argiles abyssales et les boues siliceuses ou calcaires formées par l'accumulation des squelettes microscopiques de plancton. Des coulées de turbidité se produisent également, qui sont des courants sous-marins rapides et denses chargés de sédiments qui se déplacent le long du talus continental, déposant des couches de sédiments stratifiés connues sous le nom de turbidites. Une fois que les sédiments se sont déposés, commence la phase cruciale de la lithification, le processus par lequel les sédiments meubles se transforment en roches solides. La lithification implique principalement deux processus, la compaction et la cimentation. La compaction se produit à mesure que de plus en plus de couches de sédiments s'accumulent sur celles déjà existantes. Le poids des couches supérieures comprime les couches inférieures, réduisant l'espace poreux entre les particules de sédiments et expulsant l'eau. Imaginez une pile de journaux ou de livres. Plus la pile est haute, plus les journaux du dessous sont compactés. Dans le cas des sédiments, cette pression peut être immense. Par exemple, 1 km de sédiment exerce une pression d'environ 25 000 kPa ou 250 atmosphères. Cette pression écrase les grains de sédiment et les rapproche, réduisant le volume de la couche de sédiment originale jusqu'à 50% ou plus, en particulier dans le cas des argiles. Une fois que l'eau a été expulsée et que les grains sont plus proches, la cimentation entre en jeu. Pendant ce processus, les minéraux dissous dans l'eau, qui restent encore dans les pores des sédiments, précipitent et agissent comme une colle naturelle liant les grains entre eux. Les ciments les plus courants sont la calcite, carbonate de calcium, le quartz, silice et les oxydes de fer. Par exemple, dans de nombreux grès, les grains de sable sont liés par un ciment de silice ou de calcite, ce qui leur confère leur dureté. La silice est un ciment particulièrement solide, créant des grès très résistants à l'érosion. Les oxydes de fer, en plus de cimenter, donnent souvent aux roches des couleurs rougeâtres ou jaunâtres. La combinaison de la compaction et de la cimentation transforme les sédiments meubles, comme le sable et la boue, en roches sédimentaires solides, comme le grès et l'argilite respectivement. Ce processus n'est pas instantané. Il peut prendre des millions d'années et nécessite des conditions géologiques spécifiques, y compris la présence d'eau riche en minéraux dissous. La sédimentation est le principal responsable de la formation des couches de la Terre, un phénomène géologique connu sous le nom de stratification ou de littage. Chaque couche ou strate représente une période de temps pendant laquelle les sédiments ont été déposés de manière relativement uniforme. Le principe de superposition des strates, formulé par le géologue danois Nicolas Steno au XVIIe siècle, établit que dans une séquence de couches rocheuses non déformées, les couches les plus anciennes se trouvent en bas et les couches les plus jeunes en haut. Ce principe simple mais puissant est la base de la géologie et nous permet de reconstituer l'histoire de la Terre. Imaginez le Grand Canyon en Arizona aux États-Unis. Ces imposantes parois rocheuses révèlent une séquence de couches sédimentaires qui couvre plus de 1800 millions d'années d'histoire géologique. Chaque bande de couleurs et de textures différentes représente un environnement de dépôt différent et une période de temps distincte. Par exemple, le grès de Coconino, une couche proéminente et de couleur claire, s'est formé à partir de dunes de sable dans un ancien désert, tandis que le calcaire de Red Wall, une couche plus sombre, s'est déposé dans une mer tropicale peu profonde et chaude. En observant ces couches, nous pouvons lire l'histoire du paysage, comprenant comment la zone a été un désert, puis une mer, et comment le climat et la géographie ont radicalement changé au cours de vastes périodes de temps. Les roches sédimentaires, formées par la sédimentation et la lithification, sont classées en 3 types principaux selon l'origine de leurs sédiments: clastique, chimique et organique. Les roches clastiques, également appelées détritiques, se forment à partir de fragments d'autres roches préexistantes. Ces roches sont classées par la taille de leurs particules. Le conglomérat, par exemple, est composé de fragments arrondis et gros de plus de 2 mm, transportés par des courants à haute énergie, comme les rivières de montagne. La brèche est similaire, mais ces fragments sont anguleux, ce qui indique un transport plus court et moins érosif, peut-être par des glissements de terrain ou des failles géologiques. Le grès est une roche clastique très courante, formée par la compaction et la cimentation de grains de sable. Sa granulométrie varie entre 1/16 de millimètre et 2 mm.
Le grès quartzeux, composé presque exclusivement de grains de quartz, est extrêmement durable et se trouve dans des formations comme le parc national de Zion aux États-Unis avec ses spectaculaires falaises de roches rouges. Le siltstone se forme à partir de particules de liman qui sont plus fines que le sable mais plus épaisses que l'argile. Enfin, l'argilite est la roche sédimentaire clastique la plus abondante, composée de particules d'argile et de liman si fines qu'elles se déposent dans des environnements à très faible énergie comme le fond des lacs ou l'océan profond. Les argilites sont d'une importance vitale pour l'industrie des hydrocarbures, car elles agissent souvent comme roches de couverture, empêchant la migration du pétrole et du gaz, et, dans certains cas, comme l'argilite d'Eagle Ford au Texas, comme roches-mères qui ont généré le pétrole et le gaz extraits aujourd'hui. Les roches sédimentaires chimiques se forment par la précipitation de minéraux dissous dans l'eau. Le calcaire est sans aucun doute le plus remarquable. Composé principalement de carbonate de calcium, le calcaire peut se former de deux manières. L'une est par précipitation directe d'eau de mer sursaturée, ce qui donne lieu au calcaire oolithique ou au tuf calcaire dans les sources. L'autre, et plus courante, est l'accumulation de restes biologiques d'organismes marins qui construisent leur squelette et leur carapace avec du carbonate de calcium, comme les coraux, les foraminifères, les algues et les mollusques. Les célèbres falaises blanches de Douvres en Angleterre, avec une hauteur allant jusqu'à 110 mètres, sont un exemple spectaculaire de calcaire formé par l'accumulation de milliards de minuscules squelettes d'algues appelés coccolithophoridés au cours de millions d'années. La dolomie est similaire au calcaire, mais contient une proportion significative de magnésium en plus du calcium. Les évaporites sont des roches chimiques qui se forment par l'évaporation de masses d'eau riches en sel dissous. Le gypse, sulfate de calcium dihydraté, et l'halite, chlorure de sodium ou sel gemme sont des exemples courants. Les gisements de gypse sont largement utilisés dans la construction comme plâtre pour plaques de plâtre. Les mines de sel souterraines, comme celles que l'on trouve en Pologne, en Allemagne et en Utah aux États-Unis, sont de vastes formations d'halite qui proviennent de la dessèchement de l'ancienne mer intérieure il y a des millions d'années. La formation de dépôts de sel massifs comme ceux que l'on trouve dans la mer Morte ou dans le Salar d'Uyuni en Bolivie, qui a une superficie de plus de 10 000 km² et contient l'une des plus grandes réserves de lithium au monde, est un processus qui s'est répété à plusieurs reprises au cours de l'histoire géologique de la Terre. Les roches sédimentaires organiques, également appelées biochimiques, se forment à partir de l'accumulation de matière organique. Le charbon en est l'exemple le plus frappant. Il se forme à partir de l'accumulation et de la compaction de restes végétaux dans des environnements marécageux. À mesure que la matière végétale s'enfuit, l'augmentation de la pression et de la température la transforme progressivement en turbe, en lignite, en charbon bitumineux et finalement en anthracite, la forme la plus pure et la plus riche en carbone. Ce processus nécessite des conditions très spécifiques, telles qu'une faible disponibilité en oxygène pour éviter la décomposition complète de la matière organique, et des périodes de temps géologiques immenses, souvent des dizaines ou des centaines de millions d'années. Les grands gisements de charbon, comme ceux des Appalaches aux États-Unis ou de la Sibérie en Russie, témoignent de vastes forêts et marécages qui existaient dans un passé lointain. L'importance de la sédimentation et des roches sédimentaires transcende la simple curiosité géologique. Elles sont fondamentales pour comprendre l'histoire de notre planète, pour trouver des ressources vitales et pour l'ingénierie civile. En premier lieu, la stratigraphie, l'étude des couches rocheuses et de leurs séquences, nous permet d'établir une chronologie relative des événements géologiques. Le principe de superposition des strates, que nous avons déjà mentionné, ainsi que le principe de l'horizontalité originelle, qui établit que les sédiments se déposent en couches horizontales, et le principe de la continuité latérale, qui suggère que les couches rocheuses s'étendent horizontalement jusqu'à ce qu'elles s'amincissent ou se terminent, sont des outils essentiels pour la datation relative des roches et la reconstitution des paysages passés. Par exemple, la corrélation des séquences de couches sédimentaires sur de grandes distances géographiques a permis aux géologues de construire l'échelle des temps géologiques, un calendrier des 4,5 milliards d'années de l'histoire de la Terre. Chaque ère, période et époque de cette échelle est définie en grande partie par les changements dans les types de roches sédimentaires et les fossiles qu'elles contiennent. Deuxièmement, les roches sédimentaires sont les principaux dépôts de fossiles. La déposition rapide de sédiments est cruciale pour la préservation des restes d'organismes. Lorsqu'un organisme meurt, s'il est rapidement recouvert de sédiments, il est protégé de la décomposition et des prédateurs. Avec le temps, les minéraux de l'eau peuvent remplacer la matière organique des os et des coquilles ou simplement créer un moule, préservant ainsi la forme de l'organisme.
Les fossiles nous fournissent des informations inestimables sur l'évolution de la vie sur Terre, les climats passés, les écosystèmes et la distribution des espèces. La découverte de fossiles de trilobites dans des roches vieilles de 500 millions d'années, par exemple, nous indique qu'à cette époque, il existait des mers peu profondes avec des conditions adéquates pour la vie de ces arthropodes primitifs. Les fossiles de fougères géantes dans des couches de charbon indiquent la présence de vastes forêts tropicales à des époques passées. Troisièmement, et d'une importance capitale pour l'économie mondiale, les roches sédimentaires abritent la grande majorité des ressources énergétiques et matérielles que nous utilisons. Les combustibles fossiles, tels que le pétrole, le gaz naturel et le charbon, se forment et sont stockés presque exclusivement dans les roches sédimentaires. Le pétrole et le gaz naturel proviennent de la matière organique d'organismes marins microscopiques qui s'accumulent dans des roches mères riches en carbone, comme les schistes argileux. À mesure que ces roches sont enfouies à des profondeurs de milliers de mètres, l'augmentation de la pression et de la température pendant des millions d'années transforme la matière organique en hydrocarbures liquides et gazeux. Ces hydrocarbures migrent ensuite à travers des roches poreuses, comme le grès et le calcaire, qui agissent comme des roches réservoirs et sont piégés sous des roches imperméables ou roches de couverture, comme le schiste argileux ou le sel, formant des pièges à pétrole et à gaz. Le bassin permien, dans l'ouest du Texas et du Nouveau-Mexique, est un exemple massif de régions riches en pétrole et en gaz, où les hydrocarbures se sont accumulés dans des couches de calcaire et de grès pendant des millions d'années, produits de la sédimentation d'une ancienne mer. Outre les combustibles fossiles, les roches sédimentaires fournissent des matériaux de construction essentiels. Le sable et le gravier, produits de l'érosion et de la sédimentation, sont la base du béton et de l'asphalte. Le calcaire est utilisé pour fabriquer du ciment, de la chaux et comme matériau de construction. Le gypse est transformé en plaques de plâtre pour les murs. Le sel-gemme est extrait pour la consommation humaine et l'usage industriel. La sédimentation a également des implications significatives en hydrogéologie et en génie civil. Les roches sédimentaires poreuses, telles que le grès et le calcaire fracturé, sont les principaux aquifères, c'est-à-dire des formations rocheuses qui stockent et transmettent de grandes quantités d'eau souterraine. Comprendre la distribution et les propriétés de ces couches sédimentaires est crucial pour gérer les ressources hydriques. En génie civil, la stabilité des structures, des bâtiments et ponts aux tunnels et barrages dépend largement des propriétés géotechniques des roches et sols sous-jacents. Les schistes argileux, par exemple, peuvent être instables lorsqu'ils sont mouillés, ce qui peut provoquer des glissements de terrain ou des problèmes de fondation. Les grès, en revanche, peuvent fournir une base très solide. D'autre part, la compréhension des processus de sédimentation est vitale pour atténuer les risques naturels. Les études des schémas de sédimentation dans les rivières et les deltas peuvent prédire les inondations ou l'érosion côtière. La recherche sur la stabilité des versants sédimentaires est essentielle pour la prévention des glissements de terrain. La sédimentation est un processus géologique constant et universel qui façonne la Terre depuis des milliards d'années et continuera de le faire. Les taux de sédimentation varient énormément selon l'environnement. Au fond des océans profonds, où les sédiments sont principalement des argiles abyssales et des restes microscopiques d'organismes, le taux peut n'être que de quelques millimètres par milliers d'années. En revanche, dans les deltas fluviaux, comme celui du Gange-Brahmapoutre au Bangladesh, l'accumulation de sédiments peut atteindre plusieurs mètres par an en raison de l'énorme quantité de matériaux transportés par les rivières depuis les montagnes de l'Himalaya. Cela démontre la diversité des échelles de temps et d'espace dans lesquelles la sédimentation opère. La science qui étudie ces couches sédimentaires est appelée stratigraphie. En son sein, la séquence stratigraphique cherche à comprendre comment les couches de sédiments s'empilent en réponse au changement du niveau de la mer, du climat et de la tectonique des plaques. Ces séquences sont comme un code génétique de la Terre, révélant des événements catastrophiques passés, tels que des impacts de météorites ou de grandes éruptions volcaniques qui ont laissé leur empreinte sous forme de couches de sédiments anormales. La sédimentation est un témoignage de la dynamique incessante de notre planète, un rappel que la Terre est un système vivant et en constante évolution. Les couches que nous voyons dans les montagnes et les falaises ne sont pas statiques, mais le résultat de milliards de minuscules particules qui se sont déposées, compactées et cimentées au fil des éons, construisant l'histoire de notre monde couche après couche. Explorateur, la sédimentation est un pilier fondamental de la géologie, une force silencieuse qui écrit l'histoire de la Terre dans ses roches. Chaque couche raconte une ère, chaque grain une histoire.
Si cette incroyable traversée à travers le temps géologique a éveillé votre curiosité et votre émerveillement, n'hésitez pas à soutenir notre chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos expéditions au savoir. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé fascinante la manière dont notre planète se construit. Laissez un commentaire avec vos questions ou vos propres faits curieux sur les couches de la Terre. Et partagez cette vidéo avec d'autres amoureux du savoir, afin que plus de personnes puissent rejoindre notre communauté d'explorateurs.